Nous commençons nos escapades en prenant de suite de la hauteur, direction le village de l'Esquin dont les origines remontent au Moyen-Âge. Bien avant les routes goudronnées, vivait ici une importante communauté attachée à son autonomie, son indépendance. Si vous demandez à François Baillet, maire de cette commune d'aujourd'hui 180 habitants, depuis quand sa famille vit ici, il répond en fait depuis toujours. On monte en altitude à l'Esquin, mais on remonte même le temps lorsque l'on vient ici, François. Oui, on le voit de suite, on n'a même pas besoin de se retourner avec la maison qui est face à vous. C'est une bâtisse qui doit dater du XIIe siècle. Ces maisons étaient organisées avec le bétail qui occupait le bas, l'étage étant l'habitation, et le grenier plutôt le fenil, puisqu'il fallait nourrir les bêtes l'hiver. Il y a quelque chose de notable quand même, c'est que les toitures sont très pentues. J'imagine que c'est pour de très bonnes raisons. Oui, effectivement, oui, vous l'avez compris, c'est la neige, puisqu'on est dans un village à 900 mètres d'altitude, avec des chutes très très importantes, et donc c'est l'évacuation de la neige. Et une toiture en ardoise, cette ardoise aussi ne retient pas, permet à la neige de glisser très très facilement. Nous sommes ici dans le Béarn qui, sans être un État en soi, a été un État de fait, autonome des royaumes français anglais. Mais alors en plus, on est en vallée d'Aspe, on pourrait presque dire c'est un État dans l'État ici. Oui, pas complètement, mais effectivement, ces territoires, et notamment l'Esquin, la vallée d'Aspe, a connu une grande indépendance dans son organisation, notamment au niveau du pastoralisme, mais également au niveau de la gestion des forêts, de l'eau. Ah, c'est vrai qu'il y a un mot important ici, et dès le Moyen-Âge on l'applique, c'est ce qu'on appelle les forts, F-O-R-S. En fait, c'est presque le code civil, l'organisation de toute la société. Effectivement, les forts étaient des forts qui étaient organisés par vallée. Ici, on est sur le fort d'Aspe qui a été signé en 1222. C'était des jurats qui étaient élus, enfin presque aujourd'hui comme des conseillers municipaux. C'est presque démocratique avant l'heure. Effectivement, c'est eux qui réglaient la vie, qui déterminaient les règlements, mais qui aussi étaient là pour voir ce qui dérogeait à la règle. Là-bas, enfin normalement, quand on voit qu'il n'y a pas de nuages, c'est l'Espagne. Est-ce que la montagne ici, elle est considérée comme une zone qui sépare ou au contraire qui réunit les deux versants de la vallée ? Mais la frontière, j'ai l'impression que les populations ne la connaissent pas, puisque les échanges se sont surtout faits dans le milieu du pastoralisme avec ces populations de chaque côté de la frontière. J'ai parlé d'échanges puisque les choses étaient réglementées, ce n'était pas du tout de la contrebande, bien entendu. Quand même. C'est venu plus tard. Ah oui. Tant que les choses étaient organisées, ce n'était pas de la contrebande, c'est venu un petit peu plus tard. François, beaucoup de personnes viennent ici pour aller admirer la montagne. Vous me conseillez d'y aller là malgré ce temps ? Je crois que je devrais le faire, je devrais le faire parce qu'effectivement, on est ici à une altitude de 900 mètres. C'est le village le plus haut du département, d'ailleurs, la mairie de 900 mètres. Mais au-dessus, à 1400-1500 mètres, je pense que vous rencontrerez le soleil. Ah bah, je vais même faire le pari. aujourd'hui. Merci François, j'y vais. Le village est le point de départ idéal pour partir explorer le cirque de l'Esquin. Une pièce de théâtre, grandeur nature avec comme personnages principaux des sommets mythiques. Le pic d'Anny, la table des trois rois et bien sûr le massif d'Antsabert au pied duquel nous attend Françoise. Partir en randonnée en plein brouillard, c'est faire un pari, espérer l'éclaircie. Après 1 heure de marche, miracle, les aiguilles jaillissent en quelques secondes seulement. Une révélation. Bonjour Françoise. Bonjour Eric. J'ignore ce qui nous attend, mais déjà, première récompense, la brume s'est levée et on découvre vraiment un paysage incroyable. Où est-ce que nous sommes exactement ? Alors ici, on est sur l'itinéraire qui nous amène donc aux aiguilles d'Antsabert. Les aiguilles qui sont donc un petit cirque, dépendant du cirque de l'Esquin. Il est né comment ? On remonte à peu près à 40 millions d'années, avec le glacier qui alimente, c'est le pic d'Anny en fin de compte qui alimente ce glacier. Ce glacier donc recouvrait toute cette zone-là du plateau de l'Esquin et venait jusque sur le bas de la vallée d'Aspe. À savoir que ce glacier faisait quand même 50 km de long et environ 200 mètres d'épaisseur. Et un glacier, ça bouge, donc ça ravine et c'est ce qui donne cette forme un peu en U. Donc généralement, soit il y a souvent un lac glaciaire sous la glace ou des torrents glaciaires. Et donc tout ça, ça érode
et ça forme donc ces plateaux. Il faut imaginer qu'à un moment ici, il y a eu la mer, il y a eu l'océan. Voilà, tout à fait. Il y avait des mers peu profondes et donc toute cette roche qui est du calcaire ici est une roche sédimentaire, donc faite au fond des océans et qui a été donc soulevée quand il y a eu la collision donc, entre la plaque ibérique et la plaque européenne. Destination? Les cabanes d'Ansaber. Allez, on y va. Vous la connaissez bien, cette vallée d'Aspe. Vous êtes aspoise, comme on dit? Oui, alors aspoise d'adoption. Hein, Pourquoi vous venez d'où? Moi, je viens d'Alsace. Ah oui, c'est pas à côté. C'est pas tout à fait à côté, c'est à l'opposé, oui, effectivement, d'ici. Voilà. Et comment vous êtes arrivée ici à être accompagnatrice comme ça en montagne? Eh bien, je suis venue découvrir ce coin un beau jour, il y a un peu plus de 15 ans, et je suis jamais repartie. Voilà. Donc j'ai changé de métier aussi. Vous faisiez quoi auparavant? J'étais secrétaire en Ah, ville. c'est un vrai changement de vie. Voilà, tout à fait. Et donc j'ai complètement changé de métier pour repartir voilà, sur la montagne. Il y a vraiment une alternance de paysages. Là, on est dans une forêt, elle est très présente sur le cirque de l'Esquin. Oui, ici on est dans une forêt qu'on appelle la hêtraie. Alors on a souvent une hêtraie sapinière, mais là on est vraiment que dans du hêtre pur. Et on voit bien qu'effectivement c'est la seule végétation qu'on a à ce niveau-là. En fonction des arbres, vous savez à quelle altitude on Oui, est? à peu près. Ici on est ce qu'on appelle l'étage montagnard. Et on est à peu près entre 1000 et 1500 mètres d'altitude. Au-delà, généralement, ces arbres ne peuvent pas vivre par rapport au climat, il fait trop froid. On voit maintenant beaucoup de marmottes, c'est un spectacle absolument génial ça. Oui, oui, on en voit pas mal. En plus, là, c'est la période où elles sont dehors, où elles se nourrissent en prévision de l'hiver. Quand on a vraiment beaucoup de chance, on peut apercevoir des isards et alors ils passent dans des endroits dans les montagnes, Oui, là, oui. ça, les escaladeurs, les alpinistes doivent les envier. Exactement. Et sur cette période de l'année, ils sont vraiment très hauts en montagne, où effectivement, ils peuvent s'échapper très vite. Et ils sont équipés au niveau des sabots avec des membranes qui font qu'ils peuvent sauter, descendre des pentes très raides. Ils sont autant à l'aise sur l'herbe, sur les rochers que dans la neige. On va avoir ici, justement, il y a un couple qui niche le gypaète barbu. Ah oui, alors Voilà. ça, racontez-nous parce qu'il s'appelle Quebranta Huesos Alors en ça, c'est le espagnol. nom en espagnol et donc Pourquoi ça veut dire le casseur d'os. Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est celui qui vient en dernier dans la chaîne alimentaire de ces animaux-là, et c'est-à-dire qu'il va manger les os. Et il est quand même capable d'ingurgiter des os qui font à peu près entre 15 et 20 cm de long, qu'il peut avaler d'un coup. Et tous les autres os qui sont trop grands, il va les prendre dans ses serres, il va les emmener en altitude, enfin dans le ciel, il va les laisser tomber sur un pierrier. Et en tombant, les os vont se casser. Et ça, il va recommencer jusqu'à ce que l'os a la bonne taille pour pouvoir le manger. On continue? Voilà. Allez, on va continue. encore changer de paysage, Ouais, c'est ça? Très bien. Mais là, on va quitter la forêt bientôt et sortir donc dans les estives et on va très rapidement apercevoir les cabanes. On dit qu'en montagne, les efforts sont toujours récompensés, c'est le cas. Nous sommes passés au-dessus de la mer des nuages. Et il y a cette cabane, c'est une cabane de berger, j'imagine. Voilà, c'est une cabane de berger et le berger vient passer l'été ici, donc pendant les 3 mois d'été, avec son troupeau en estive. S'il n'y avait pas ces troupeaux-là, est-ce qu'on aurait le même décor derrière nous? Non, non, pas du tout, parce qu'on dit bien que si il n'y avait plus les bêtes en montagne ou l'homme en montagne, la nature reprendrait le dessus en quelques dizaines d'années. En venant chaque été ici, ils entretiennent ces estives qui leur permettent d'avoir une nourriture pour tout l'été. Donc déjà, c'est une nourriture intéressante pour eux. Et tous ces paysages-là, enfin, à part vraiment en haute altitude, mais toute cette zone-là, elle a été façonnée plus ou moins par l'homme qui s'est dégagé ce qu'il lui fallait pour nourrir son troupeau, pour nourrir sa famille et pour subvenir à ses besoins sur une partie de l'année.